Avec la sortie du nouveau film Superman, il est temps de se poser la question pour savoir comment on est parti de là pour en arriver là. Donc posez-vous, aujourd'hui on va parler du passage d'un des héros les plus populaires, de la case à la pellicule. Si je vous dis Superman, il y a de fortes chances pour que vous me répondiez le premier des super-héros. Et oui, il est souvent considéré comme Guillaume. On dit considéré comme tel. Mais comme bien souvent avec les idées reçues, ce n'est pas le cas. Parce qu'en disant ça, on a juste l'impression que le type a inventé tous les codes du genre. Alors qu'en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Si on part du principe qu'un super-héros, c'est une personne qui va sauver la veuve et l'orphelin avec une identité secrète, alors la bonne réponse serait le Mouron Rouge. Paru en 1905 et écrit par la baronne Emma Hoxie, le roman nous plonge en 1972 durant la terreur qui a fait suite à la Révolution française et dans le quotidien de Sir Percy Blakeney, un baronnet un peu stupide et dandy. Et de l'autre côté, on suit également le Mouron Rouge, un héros sauvant les nobles qui se font trancher la tête à grands coups de guillotine, le tout en signant de la fleur du même nom, pendant que les flics s'en font aussi. Du Mouron. Sauf qu'en réalité, le Mouron Rouge et Percy Blakeney sont une seule et même personne, débutant ainsi la tradition de l'alter ego de super-héros. Si un personnage est à retenir comme étant le père de tous les héros masqués, c'est bien lui. Mais ce n'est pas pour autant qu'entre le baronnet et le fils de Krypton, il n'y a rien eu. Parce qu'en 1919 débarque un personnage sans doute un peu plus connu qui va aussi servir de prototype aux super-héros, celui que l'on surnomme le renard rusé qui fait sa loi, Zorro. Zorro. Oh, mais si je te connais. Et Zorro, ce n'est pas le seul à l'époque d'ailleurs. On a beau mentionner Stan Lee comme ayant créé énormément de super-héros, mais Johnson McCulley, il est pas mal dans son genre non plus. Alors, pour donner un ordre d'idée, il a écrit plus d'une centaine d'histoires, sous une dizaine de pseudos différents. On peut par exemple citer le Crimson Clown, qui se bat avec un pistolet à gaz. Et on ne me fera pas croire qu'il n'a pas servi d'inspiration à un autre clown des années plus tard. Et ce n'est pas le seul perso qu'il a pu inspirer, le clown n'ayant pas de pouvoir, mais des gadgets. Je suis Batman. On trouve encore le Green Ghost, qui a un design qui me fait penser au fantôme noir de Mickey, ou encore le Rock Licking Rogue, dont le masque devrait vous faire penser à un certain super-héros. Je suis un excellent avocat. Ces persos, ils sont bien moins connus de nos jours que Don Diego Vega. Oui, à l'époque, c'était pas De La Vega, mais juste Vega. Mais ils n'en restaient pas moins dans le paysage de l'époque, et ils sont considérés avec les autres créations comme étant une influence pour le super-héros moderne, avec déjà pas mal de codes qui seront repris plus tard. On va pas plus que ça s'attarder sur McCulley parce qu'il faut qu'on avance quand même. Par la suite, de nouveaux héros vont débarquer au fur et à mesure. The Shadow, qui inspirera Batman, V ou encore Mr. Mask chez les canards, et bien entendu le Darkman de Sam Raimi. Il sera suivi par Doc Savage, un aventurier qui en inspirera un autre, et Mandrake, pas la plante, pas la pièce de Machiavel, pas le groupe allemand, pas le groupe japonais non plus, mais le magicien. Mandrake le magicien, c'est un personnage très important dans l'histoire des super-héros. Jusque-là, on a certes des personnages qui amènent des codes, mais on reste dans le domaine des récits pulp, voire radiophoniques pour certains. Mais en 1934 sort la première bande dessinée de Mandrake le magicien, ouvrant ainsi la voie aux super-héros dans les comics. Et Mandrake, il est inspiré d'un vrai magicien, Léon Mandrake, qui foulait déjà les planches 10 ans avant la création du personnage. Et quand on voit les deux, oui, on peut difficilement ne pas voir le lien. Pour parler de Superman, on va devoir parler de ses deux papas. Jerry Siegel, fils de tailleur, qui rencontrera à l'âge de 16 ans dans les rues de Cleveland, Ohio, un autre fils de tailleur, Joe Shuster. Jerry, il aime bien raconter des histoires et Joey, il aime bien les dessiner. Et très vite, entre les deux, la chimie s'opère. Elle va tellement bien fonctionner qu'ils vont sortir leur propre fanzine de science-fiction. Et ils vont donc créer ensemble, en 1933, un personnage pour l'une de leurs histoires, Superman. Attends, comment ça en 33? Mandrake, il est sorti en 34, d'où Superman a été inventé avant. Alors, en réalité, en 1933, il y a bien un Superman qui apparaît, mais il est très loin du type en collant avec un S sur la poitrine. Ici, il est le personnage principal de The Reign of Superman. Et notez que j'ai dit personnage principal et pas héros. Le nom est d'ailleurs inspiré des propos de Friedrich Nietzsche avec son Überman. Dans cette histoire, on ne suit pas Clark Kent, mais Bill Dunn, un vagabond qui, en échange d'un repas chaud, accepte de devenir le cobaye d'une expérience du professeur Ernest Smalley. Une expérience qui va être une semi-réussite, ça va donner des pouvoirs à Bill, ça c'est la partie qui a fonctionné, et avec il va vouloir dominer le monde.
Ça c'est la partie qui a foiré. Devenant ainsi Superman, il affrontera Smalley qui désire s'approprier ses pouvoirs. Pourquoi il n'a pas juste refait l'expérience sur lui? Oh, on s'en fout. Superman va le tuer et directement sans vouloir. Parce que Superman ne tue pas? Non, parce que sans le professeur, il est impossible de refaire la formule. Il va donc perdre ses pouvoirs petit à petit, redevenant le vagabond inconnu de tous du début de l'histoire. L'histoire elle est connue aujourd'hui, mais je rappelle qu'à l'époque c'était juste un fanzine, donc elle n'a pas fait tellement de bruit. Ce qui fait que la carrière de Superman, elle s'est arrêtée là. Sauf que comme toujours, il y a un homme qui est venu tout chambouler. Et cet homme, c'est Norman Winfield Marsh. Alors, Norman, il va pas rencontrer Jerry et Joe directement, mais est lui aussi dans le domaine de la bande dessinée, avec un personnage majeur, le détective dur à cuire, Dan Dunn. Et j'adore la coïncidence que le héros a le même nom de famille que la V1 de Superman. Totalement par hasard. Et c'est en tombant sur son comics de 48 pages que Jerry va se dire que Superman, c'est pas si mal comme nom de super-héros. Donc ils vont proposer une histoire à l'éditeur du détective Dan qui leur enverra une jolie lettre d'encouragement accompagnée d'un très sympathique mais néanmoins décevant « Merci, mais non merci ». Sous le coup de la colère, Joe va jeter le manuscrit au feu, Jerry n'arrivant à sauver que la couverture des flammes. Ce qui fait que cette histoire qui leur a valu un refus, on ne sait pas ce qu'elle vaut, et on ne sait même pas si les personnages avaient des pouvoirs. Mais confiants de leur création, ils allèrent le présenter à un autre éditeur, National Allied Publication, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de DC Comics. Petite parenthèse, on ne sait pas exactement qui était ce Superman, mais en réalité il donnera naissance à deux héros. D'un côté, Superman, et de l'autre, le détective Slap Bradley, qui d'après les dires de ses créateurs, reprendra pas mal de caractéristiques de leur prototype. Et c'est donc en 1938, un an après les débuts de Slam, que sort pour Descent le tout premier volume d'Action Comics, avec cette couverture iconique d'un type à la cape rouge qui soulève une voiture. Le monde ne le savait pas encore, mais l'un des héros les plus célèbres venait de voir le jour. Pour créer le personnage, Jerry et Joe vont puiser un peu partout. Pour son physique, ils vont prendre Douglas Fairbanks, l'acteur qui interprétait Zorro à l'époque, on y revient toujours. Mais aussi Harold Lloyd pour ce qui est de son alter ego, qui se trouvera un nom auprès des deux acteurs phares de l'époque, Clark Gable et Ken Taylor. C'est un peu comme si aujourd'hui un personnage s'appelait Pedro Benedict. Alors évidemment, le Superman de 1938, il est bien loin du Superman que l'on connaît aujourd'hui. Quand on vous dit Superman, vous voyez un type qui vient de Krypton, qui tire ses pouvoirs du soleil, qui vole, a une vision laser et travaille pour le Daily Planet. Eh bien, pour cette première histoire, vous oubliez tout ça. Déjà, s'il vient d'une planète lointaine, elle n'est jamais nommée, et ses pouvoirs sont un peu différents. À ce moment, il se limite à sa force, sa vitesse et la capacité de sauter haut. Et donc, l'explication de ses pouvoirs, il n'y en a pas. On l'explique juste par le fait qu'une fourmi, c'est très fort aussi, et qu'une sauterelle, ça saute vachement loin quand même, donc pourquoi pas un être humain. Par contre, on y retrouve déjà des éléments de notre Superman préféré, comme la ravissante Lois Lane, ou son emploi pour le Daily Star aux ordres de George Taylor. Un truc qui n'a pas survécu aux années, c'est son tempérament. Pour sa première apparition, il doit empêcher une pauvre femme innocente de passer sur la chaise électrique. Elle est accusée de quoi? Quels sont les éléments qui ont permis de savoir qu'elle était innocente? Vous vous êtes cru dans Detective Comics? Ici c'est Action Comics, on n'a pas le temps pour ces conneries. Non, ici il a directement la coupable sous le bras et il défonce la porte du gouverneur. 2 fois. Le tout avant de menacer un sénateur de le faire tomber dans le vide. Comme quoi il n'est pas complètement devenu gentil depuis sa dernière aventure. Rapidement il va obtenir de nouveaux pouvoirs. Dans le 12e numéro d'Action Comics où il sortira sa vision à rayon X pour la première fois, puis en 1940 où il obtiendra la vision télescopique et microscopique, ainsi que son super souffle. C'est aussi en 1939 que va sortir le premier volume de Superman, qui approfondira un peu plus le passé du personnage en introduisant ses parents adoptifs, John et Mary Kent. Oui, à l'époque, ils n'avaient pas les mêmes noms qu'aujourd'hui, mais on y trouve aussi Jor-El. Sauf que ce n'est pas réellement la première apparition du personnage. En 1937, dans Aventure Comics numéro 12, on découvre Federal Men, une histoire écrite et dessinée par Jerry et Joe, et dedans, qui est-ce qu'on retrouve? Un personnage appelé Jor-El. C'est également dans ce premier volume de Superman qu'on va en apprendre un peu plus sur l'origine de ses pouvoirs. Alors, il n'est toujours pas question de soleil, mais ici c'est simplement la taille de Krypton, plus grande que la Terre, qui lui permet d'être plus fort et de sauter plus loin grâce à la gravité. Notez que ça explique pas la vision X ou le super souffle.
Ce volume a aussi une version 2 de la première histoire de Superman avec une intro, donc on sait comment il a su que la femme était innocente. C'est quelqu'un qui lui a dit. Non mais on n'est toujours pas dans Detective Comics. 1940, c'est aussi une année phare pour le héros à la cape rouge, car pour la première fois, il va quitter les planches de comics pour s'envoler vers un autre média. Alors ce n'est toujours pas le cinéma, mais les ondes radiophoniques. Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program featuring the thrilling adventures of an amazing and incredible personality. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, ce show il va définir plusieurs éléments qui sont pour nous parfaitement normaux. Par exemple, la fameuse phrase bah, elle vient du show radio. Pareil pour la kryptonite, elle a été inventée à ce moment-là. Objection. Une remarque à faire? Ouais, la kryptonite, elle vient pas du show. Ou plus vite, elle en vient officiellement, mais elle existait déjà avant. Un peu plus tôt dans l'année, Jerry et Joe ont travaillé sur une histoire, The K-Metal from Krypton, où il est question de la fameuse pierre, même si à ce moment-là, c'est un métal. Sauf que l'histoire n'a pas plu à l'éditeur parce que Superman dévoilait son identité à Lois Lane. Donc elle n'a jamais été éditée. Et son apparition, elle n'est pas tellement narrative. Le personnage passant de l'écrit à l'oral, il a bien fallu lui trouver une voix. En l'occurrence, ce fut Bud Collyer qui fut choisi, même si son nom fut gardé secret les premières années. Sauf que Bud, il voulait prendre des vacances, ce qui n'est pas facile lorsque le personnage principal ne peut pas être blessé. Donc, afin de lui permettre de prendre congé, dans l'épisode The Meteor from Krypton, apparaît pour la première fois cet élément, permettant à Superman d'être inconscient quelques semaines. L'histoire se concentrant plus sur des personnages secondaires où, s'il y avait vraiment besoin d'un héros, c'était l'homme chauve-souris qui débarquait. D'ailleurs, en 1945, les deux héros se rencontrèrent pour la première fois de leur carrière. Et enfin, c'est dans cette série que sont introduits les personnages de Jimmy Olsen et Perry White, qui remplacera petit à petit George Taylor, même dans les comics. Mais en 1940, c'est aussi l'arrivée d'un autre personnage emblématique de l'univers de Superman. Dans Action Comics numéro 23, on découvre Alexei Luthor, qui est un prototype de notre Lex contemporain. Et il y a pas mal de différences avec la version qu'on connaît. Ici, c'est un savant fou européen avec une belle chevelure rousse et un désir profond de tuer Superman, parce que c'est ce que les méchants font. Le personnage évoluera par la suite, mais on verra ça plus tard. Un an plus tard, Superman débarque sur les écrans, toujours pas en live mais en animation, avec les 17 courts-métrages de Fleischer Studio. Objection! En fait, Fleischer Studio ne réalisera que les 9 premiers, les 8 suivants étant faits par Famous Studio, qui est Fleischer Studio avec un autre nom une fois que les frangins ont pris la porte. Et on est passé à deux doigts de pas avoir ces courts-métrages, les frères Fleischer étant pas chaud à l'idée d'adapter le personnage, jugé trop compliqué. Donc face à la demande de Paramount, ils ont dit d'accord, mais ça coûtera 100 000 $ par épisode, soit 4 fois plus que la norme. Juste histoire de les décourager, sauf que chez Paramount, ils ont insisté et finalement ils sont tous tombés d'accord sur 50 000 par épisode. Sachant que seulement le premier coûtera ce prix-là, les autres tourneront plus autour de 30 000 $, soit le prix d'un épisode classique. Et la série est une adaptation des comics, mais aussi de la version radiophonique, puisqu'on y retrouve les mêmes voix pour Clark Kent et Lois Lane. Ces courts-métrages, ils vont apporter une nouvelle pierre à la légende de Superman. Ça ne va pas être un nouveau personnage, ça ne va pas être un nouveau pouvoir, mais la série va introduire les cabines téléphoniques dans lesquelles Superman se transforme. Comme on l'a dit, les 9 premiers ont été réalisés par Fleischer Studio, mais une fois que la boîte a été renommée Famous Studio avec une nouvelle brochette à sa tête, les choses changent. L'animation se fait avec moitié moins d'images, ce qui va se ressentir sur la qualité globale, mais aussi exit la voix originale, Superman sera à présent Lee Royce, sans doute vachement moins cher. Mais il y a aussi une différence en termes de ton. Jusque-là, Superman affrontait principalement des robots ou des catastrophes naturelles avec un univers de science-fiction. Famous va le rendre beaucoup plus terre-à-terre, notamment en s'inspirant de l'époque. Les robots sont remplacés par des japonais et les catastrophes naturelles par un allemand moustachu. La série de courts-métrages, elle finira par s'arrêter, mais elle laissera un impact pour sa qualité, grâce à la rotoscopie inventée par le studio. C'est d'ailleurs cette série qui sera à l'origine des séries Batman, Superman et Justice League qu'on a tous aimés dans notre enfance. Un impact qui va même toucher l'autre bout du monde, puisqu'un certain Hayao Miyazaki s'en inspirera pour certaines de ses histoires. Bon, on va avancer un peu parce qu'on a encore pas mal de choses à dire et la vidéo risque d'être assez longue. Après ces courts-métrages, le personnage va continuer à se développer dans les comics avec de nouveaux pouvoirs. Il va ainsi gagner l'hypnose, le contrôle mental et le voyage dans le temps. Comment ? Vous n'avez jamais vu Superman utiliser ses pouvoirs ? C'est normal, parce que c'était quand même une belle idée à la con. Comme le super ventriloquisme de 1950.
À un moment donné, ils savaient plus quoi faire avec le perso. Mais c'est aussi dans ce laps de temps que vont apparaître deux pouvoirs qui sont devenus indissociables du personnage. La capacité de voler dans le Action Comics 65 de 1943 et la vision laser en 1949 dans le Superman numéro 59. Et en 1948, le dernier fils de Krypton va passer pour la première fois du format papier au format live dans un film qui va être sobrement appelé Superman. Alors on parle de première adaptation, mais en vrai ça fait un petit temps que l'idée est dans les cartons. Le projet il est en cours depuis 8 ans. N'arrivant pas à obtenir les droits, la première tentative de Republic Pictures donnera Dr Satan, un feuilleton en 15 chapitres qui donnera le ton au studio, mais qui ne cache pas vraiment son inspiration. Avec une petite amie qui s'appelle Lois, le chapitre 5 qui se nomme Man of Steel, et le héros qui se cache sous l'identité de Bob Wade. Parce que je présume que Charlie Kent, ça aurait été trop obvious. La seconde n'aboutira pas non plus, les droits étant à ce moment au studio Fleischer. Il faudra donc attendre 1947 et Sam Katzman pour qu'une version live soit validée. Le plus drôle, c'est qu'il y a à voir les studios Republic, mais qui refuseront parce qu'adapter un super-héros surpuissant, c'était pas vraiment faisable. Après avoir bataillé 2 fois pour l'avoir, et alors qu'il venait juste de finir un film Captain Marvel, le vieux, celui qu'on appelle Shazam maintenant. Donc, c'est la Columbia qui récupère le projet, et pour incarner l'homme d'acier, Sam Katzman tombe sur une photo de Kirk Alyn et décide que Superman, ce sera lui. Ce à quoi National Comics est moyen pour, surtout qu'à ce moment, l'acteur il a une moustache et un bouc pour coller à son rôle dans Les Trois Mousquetaires. Mais au final, il aura pu se raser et il aura le rôle. Pour Lois Lane, Katzman fait appel à Noel Neill, une actrice avec qui il a déjà travaillé dans Teenagers en lui confiant déjà à l'époque un rôle de journaliste. Kirk, il va apporter un détail assez important plus à Clark Kent qu'à Superman. Depuis toutes ces années, il y a un détail dont à peu près tout le monde s'est moqué au moins une fois, à savoir que personne ne le reconnaît avec ses lunettes. Alors ceux qui ont fouillé dans les comics les plus obscurs savent que ce déguisement est possible grâce à ces fameuses lunettes qui changent la morphologie de son visage pour quiconque le regarde, mais la majeure partie va argumenter sur un changement d'attitude entre le journaliste et l'homme d'acier. Eh bien, celui qui va instaurer ce changement d'attitude, c'est Kirk Alyn. Bud Collyer avait déjà entamé cette différence, mais vu le média, c'était plus un changement au niveau de la voix. Le feuilleton est un succès, si bien que 2 ans plus tard sort Atom Man vs Superman, la suite avec le même casting, mais rajoutant Lex Luthor comme méchant. Incarné par Lloyd Talbot, un acteur familier des adaptations de comics, vu qu'il sortait du Batman et Robin de 1949, où il jouait le commissaire Gordon, et qui aura pour but d'envoyer le journaliste du Daily Planet dans The Empty Doom, une sorte de dimension fantôme, 11 ans avant sa parution dans les comics. Objection! Tu veux dire Daily Star? Non, parce que entre les débuts du super-héros et la sortie des feuilletons, le nom du journal a changé, Daily Star étant un vrai journal et National Comics préférant ne pas lier les deux. Le tout sans aucune explication dans l'histoire. Ce qui nous amène à la fin des années 50 avec un film, Superman et les Nains de l'Enfer. On savait choisir les titres à l'époque. Ce film, c'est le premier vrai film des super-héros DC. Batman avait lui aussi droit à son feuilleton à l'époque, mais pas encore à un long métrage. Mais ce film, il avait surtout pour but d'être le pilote de la série Les Aventures de Superman, sponsorisé par Kellogg's. Parce que oui, Kellogg's sponsorisait la série. À vous de voir ce que vous voulez faire de cette info. Kellogg, the greatest name in cereal, presents The Adventures of Superman. Dans le rôle titre, on retrouve George Reeves, qui à l'origine n'était pas très chaud à l'idée d'enfiler les collants, car comme bon nombre d'acteurs à l'époque, il considère que la télévision, c'est pas digne de son rang. Et il a bien fait d'accepter, puisque le film et la série feront de lui une véritable icône dans le milieu, et il prendra ce rôle très à cœur, surtout auprès des enfants. Mais il y aura aussi un revers de la médaille, plus la série avancera et plus il aura du mal à se défaire du rôle, manquant d'autres opportunités cinématographiques à cause de ça. Pour ce qui est de Lois Lane, le rôle échouera à Phyllis Coates, qui tiendra durant le film et la première saison, avant de quitter la série, remplacée au pied levé par Noel Neill. Et croyez-moi, c'est pas la dernière fois qu'on entendra parler d'elle. Et ce ne sera pas le seul remplacement du genre, John Hamilton jouant Perry décédant durant la série, et étant remplacé par le frère de ce dernier, incarné par Pierre Watkin, qui n'est autre que le Perry White des 2 feuilletons précédents. La série ne va pas apporter grand chose à l'univers du super-héros, ça va même en retirer par endroits, genre jouant avec bien moins de nuances les différences entre Clark Kent et Superman. Mais en revanche, la série va vraiment solidifier tout ce qu'on a pu trouver dans les comics ou dans la série radio.
Tout ce qui est imaginaire collectif autour du personnage va vraiment apparaître à ce moment-là. La série tiendra 6 saisons et devra s'arrêter à la mort mystérieuse de l'acteur principal. Les producteurs voudront quand même surfer sur le personnage pour les saisons suivantes, proposant 2 spin-offs, un centré sur Jimmy Olsen, mais l'acteur a refusé de reprendre son rôle, et un autre centré autour de Superboy, la version ado de Superman et se déroulant à Smallville. Le projet ne dépassant pas le pilote. Pour l'heure, le personnage de Superman allait disparaître des écrans. Pendant ce temps, le héros continue son chemin dans les comics, gagnant petit à petit des pouvoirs. Mais c'est vraiment fin des années 50, début 60 que son univers va évoluer. On va déjà voir l'apparition de Krypto et de Supergirl, même si ce n'est pas la première Supergirl des comics. Petite parenthèse, en fait il y a déjà eu 3 Supergirls avant. La Superwoman de 1943, à savoir Lois Lane, qui récupérera ses pouvoirs suite à une transfusion sanguine de Superman, et vraiment de Superman, pas de Clark Kent. C'est-à-dire que de tout l'univers DC, le seul disponible pour donner du sang, c'était le super-héros local. Ce qui est doublement con, déjà parce que c'est un extraterrestre, donc il y a peu de chances que son sang soit justement compatible avec la dame, mais en plus sa peau est impénétrable. On a aussi eu Super Sister, que beaucoup de gens ont préféré oublier. Claire Kent, qui est en réalité Clark Kent ayant changé de sexe, parce que c'était un gros misogyne qui a insulté la conduite d'une extraterrestre. Et enfin la Supergirl de 1958, un an avant son apparition officielle, qui est en fait un souhait de Jimmy Olsen de voir un sidekick féminin aux côtés du fils de Krypton. Mais en plus de ça, ça va être l'apparition de la forteresse de Solitude. Alors, encore une petite objection. Objection! C'est pas exactement sa création. La forteresse de Solitude, elle existait déjà chez Doc Savage, se trouvant aussi en Arctique. Et Superman a eu assez vite la citadelle secrète proche de Metropolis. Même si c'était juste sa Batcave. Et aussi l'apparition de la ville de Kandor, qu'on découvrira avec une aventure de Brainiac. Objection! Merci. Alors pour être parfaitement exact, l'histoire provient d'un comic strip sorti quelques années plus tôt, où le méchant s'appelle Romado. Par contre, j'ai pas réussi à retrouver le comic strip en question. Niveau pouvoir, il va gagner son souffle de glace, mais surtout ils vont être redéfinis. On oublie l'histoire de cigales et de fourmis, en 1960, ses pouvoirs deviennent issus du soleil, et toujours un peu de la gravité. Et enfin, la dernière chose qui va évoluer dans cette période, c'est la relation entre Lex et Clark. Les deux devenant amis d'enfance à Smallville, la Némésis prenant petit à petit sa forme finale. Comme je l'ai dit, à ce moment, Superman disparaît des écrans. Il faudra attendre 1966 pour que CBS et Filmation produisent les nouvelles aventures de Superman, une série d'animation dans laquelle Butt et John Alexander, les voix originales de Clark et Lois à la radio, comme dans les vieux courts-métrages de Fleischer, reprennent du service. Cette série, elle va pas apporter grand-chose de nouveau. Quelques ennemis, mais qui seront pas marquants, dépassant même pas le cadre de la série. Ce qui nous amène en 1972, où il y a Salkind a envie de remettre le héros en collant au goût du jour, ce qui conduira à la série de films la plus connue autour du personnage, le Superman de Francis Ford Coppola, avec Clint Eastwood dans le rôle titre. Mais n'importe quoi! Alors, si je puis me permettre, plusieurs acteurs ont été pressentis pour jouer le super-héros, dont parmi eux Clint Eastwood, mais aussi Dustin Hoffman, Steve McQueen, Al Pacino et Mohamed Ali. Oui, Superman a failli être noir fin des années 70. Bon, de l'aveu des producteurs, la liste elle était surtout là pour obtenir les droits et c'était plus un troll qu'autre chose. Mais difficile de savoir à quel point ils étaient pas sérieux pour certains, parce qu'ils vont quand même proposer le rôle à Dustin Hoffman, ainsi que celui de Lex Luthor. Et c'est pareil pour le réal, Coppola a bien été envisagé, tout comme Spielberg. Et derrière, ça les a pas empêchés de proposer le rôle à Robert Redford, Burt Reynolds, Sylvester Stallone, ou même Christopher Walken. Au final, c'est Christopher Reeves, aucun lien avec George, qui sera choisi, principalement parce qu'il n'est pas connu. Aux côtés de Margot Kidder pour Lois Lane, Gene Hackman pour Lex Luthor, Terrence Stamp pour le Général Zod, et pour les parents de Lois, on retrouve Kirk Allen et Noel Name, ceux de la toute première adaptation. Et c'est pas la dernière fois qu'on va entendre parler de Noël, et c'est Richard Donner qui réalisera. Ce film n'est pas non plus qu'un seul film, Superman et sa suite, sobrement appelée Superman 2, seront tournés ensemble. Le film va également avoir un impact sur le personnage, tant pour le public que ce soit Reeves qui est toujours pour beaucoup considéré comme le Superman ultime, ou la musique de John Williams qui est devenue indissociable du personnage. Mais il en va de même pour certains designs. On a parlé de la forteresse de Solitude, mais c'est ce film qui lui donnera cette apparence, et surtout,
le S de sa poitrine. Jusque-là, le S, il représentait le S de Superman, mais dans l'adaptation de 1978, il devient le blason de la maison des L. Un concept qui sera repris dans les adaptations futures comme dans les comics. Et c'est quand même du bol que leur blason, c'est un S. Les deux premiers films seront un succès tant critique que commercial. À l'époque, le premier film, c'est le plus grand succès de la Warner, si bien qu'un troisième opus est mis en chantier. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Sur le tournage du précédent film, les producteurs n'ont pas été tendres avec Donner, qui préférera se retirer de la réalisation, laissant la place au réalisateur de comédie Richard Lester, qui avait déjà terminé Superman 2. Alors je suis pas pour limiter les réalisateurs à un seul genre, il y en a plein qui arrivent à manier plusieurs types de cinéma, mais c'est pas forcément le cas de Richard. Et suite au traitement de Donner, Gene Hackman se rangera de son côté et refusera de reprendre son rôle, de même que Margot Kidder qui ne partira pas mais verra son rôle fortement diminué. Pour ce qui est de Reeves, lui il était bloqué avec un contrat pour 7 apparitions de Superman, contrat qui sera rompu durant la production de ce troisième volet. Alors, ces allégations envers les producteurs, que ce soit envers Donner, Hackman ou Kidder, elles ont été démenties par ces derniers. Mais encore une fois, il y a pas mal d'indices qui vont dans l'autre sens. Par exemple, on a l'histoire originale du film. Donner avait teasé une histoire autour de Brainiac et faisant intervenir Supergirl, les deux super-héros se mariant à la fin. Donc il y avait bien une Lois reléguée au second plan. Et dans cette version, ils étaient pas cousins. Le film devait aussi avoir du voyage dans le temps se terminant sur une bataille au Moyen-Âge. Alors, le script sera refusé, je suis tenté de dire que c'est une bonne chose, mais à la place, on a eu Superman 3. Supergirl aura quand même son film, un spin-off de la saga avec Helen Slater, film qui sera un échec au box-office. Le troisième s'en sortira un peu mieux, 11e film le plus rentable de l'année 1983 devant E.T., Gandhi et 48 heures. Y a pas de justice. Mais les critiques le démontrent, donc il y a quand même un peu de justice. Mais ça les empêchera pas de faire un 4. En effet, un quatrième film a été mis sur pied avec le retour de Gene Hackman, Elias Salkind quittant la production, et possiblement celui de Richard Donner, mais il était pris sur un autre petit film qui fera un peu parler de lui. J'ai passé l'âge de ces conneries. Christopher Reeves revient également à la seule condition d'avoir un regard sur le scénario, et c'est lui qui finira par imposer le désarmement nucléaire. Et on va pas parler plus que ça de ce film, c'est un four monumental du début à la fin, y a rien qui va. Ce qui va enterrer le 5e opus prévu et mettre fin à cette saga au cinéma une bonne fois pour toutes. Un 5e opus qui aurait dû parler de la mort de Superman, quelques années avant que cet événement n'arrive dans les comics. Et alors, la mort de Superman dans les comics, ça va plaire à d'autres producteurs qui vont mettre en chantier Superman Reborn, dans lequel Superman serait tué par Doomsday après avoir mis Lois enceinte, cette dernière accouchant d'un bébé qui devient adulte en seulement 3 semaines et est en réalité Superman ressuscité. Curieusement, ça n'a pas plu aux producteurs, mais uniquement parce que certains thèmes abordés dans le film ressemblaient à ceux de Batman Forever. Tu veux dire que toute l'histoire de réincarnation divine dans le corps de son propre fils, ça n'a pas dérangé. Donc le scénar, il est confié à Kevin Smith, ce qui va amener à Superman Lives. On va faire simple parce que la vidéo est déjà assez longue, et en plus tout le monde connaît l'anecdote du Superman qui ne devait pas voler, devait affronter une araignée géante à la fin du film, et Brainiac devait avoir des robots chiens uniquement pour pouvoir vendre des jouets. Et même si on connaît la participation de Nicolas Cage en tant que Superman, ce n'était pas forcément le premier choix. Ce dernier étant Ben Affleck. Ce qui veut dire qu'on aurait pu avoir dans The Flash un Superman avec la tête de Batman. Ça en aurait fait des théories. Pas plus qu'un Dr Doom avec la tête de Tony Stark. Le petit truc amusant, c'est qu'Affleck finira bien par jouer Superman, en prêtant ses traits à George Reeves dans le film Hollywoodland. Je vais pas citer tous les noms qui étaient pressentis pour les rôles, mais juste quelques-uns pour vous montrer à quel point ça partait dans tous les sens. Jim Carrey pour Brainiac, Julianne Moore pour Lois Lane, Chris Rock pour Jimmy Olsen et Kevin Spacey pour Lex Luthor. Et Robert Rodriguez à la réalisation, qui refusera pour faire The Faculty. Regardez The Faculty. Finalement, le film sera abandonné après plusieurs années de développement. Superman sur grand écran semble appartenir définitivement au passé. Superman disparaît du grand écran, mais pas de la télévision, revenant dès 1993 dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, série qui se base sur les nouvelles origines de Superman. Ah oui, c'est vrai, tout ce qu'on vous avait dit sur le développement du personnage dans les comics, vous oubliez. Parce qu'en 1986, suite à Crisis of Infinite Earths, DC décide de rebooter tous ses personnages. Pour le fils de Krypton, c'est John Byrne qui va mettre la main à la pâte en faisant un complet retour aux sources.
On supprime une partie de ses pouvoirs, sa forteresse de solitude, le toutou Crypto et la carrière de Superboy durant son adolescence, le tout en gardant ses parents en vie. Cette réécriture, elle va être utilisée pour la série Lois et Clark, qui à la base devait s'appeler Lois Lane Daily Planet. Une série qui était beaucoup plus axée sur la romance entre les deux protagonistes que sur les aventures de super-héros. Deborah Joy Levine, la productrice, n'étant pas super intéressée par les histoires de type en collant. Dans la série, Clark Kent est le héros et Superman son déguisement, ce qui n'est pas forcément le cas de la version de 1996. Début des années 90, la Warner se lance dans les séries d'animation suite au succès des Tiny Toons, une histoire passionnante mais qu'on gardera pour une prochaine fois. Quoi qu'il en soit, Bruce Timm se retrouve en charge de celle centrée sur un personnage de DC, Batman. C'est la plus grande série sur un super-héros, elle est parfaite, on sait. D'ailleurs, elle va avoir un véritable succès et faire des jeunes chez la concurrence. Mais elle va aussi donner naissance à une autre série DC, Superman. Pour ce Superman, on garde les codes de Barnes, mais on reprend quand même quelques idées du Silver Age. Mais ça, c'est le principe des comics. On crée un personnage, on fait n'importe quoi avec, on le reboot pour repartir sur des basses scènes, et petit à petit, on remet les idées n'importe quoi. Cette série a introduit Superman pour les jeunes têtes blondes, surfant sur le succès de Batman et amènera la célèbre série Justice League. On remet au goût du jour certains méchants de l'univers du Kryptonien, dont notamment Darkseid qui fera office d'antagoniste ultime. Darkseid, c'est quand même le méchant iconique dont la première apparition s'est faite dans un comics centré sur Jimmy Olsen. Bref, c'est une série qui n'apporte pas grand chose de neuf mais qui va moderniser la formule pour la nouvelle génération. Du côté live, une nouvelle série se prépare, une série qui va être centrée sur les jeunes années de Bruce Wayne. Oui, à la base, Smallville, ça devait être une série Batman, mais qui ne verra pas le jour, car côté cinéma, on prépare déjà un film sur les jeunes années du héros. Donc, à la place, une série sur Superman va être proposée, dont le développement va être donné à Alfred Booth et Miles Millar, qui venaient de terminer le pilote d'une série basée sur L'Effaceur avec Arnold Schwarzenegger. Pareil, regardez L'Effaceur. Le but était plus de montrer Clark Kent que Superman, il n'aura donc pas de costume dans la série. Le rôle titre sera confié à Tom Welling et la série durera 10 saisons, devenant l'une des plus longues séries de science-fiction. À part ça, la série n'apporte pas grand chose. Ils créeront le personnage de Chloé Sullivan, qui finira par rejoindre les comics en 2010, et le père de Lex Luthor, Lionel Luthor, pour faire un parallèle avec la famille Kent. Sauf que le père Luthor, il va pas forcément garder ce nom-là, et il était déjà apparu dans la série Superboy. Ouais, il y a eu une série Superboy en 88. On n'en a pas parlé parce qu'elle fait suite, ou préquelle, à la série de films avec Christopher Reeves. Elle a marché à son époque, surtout pour une syndication, mais sans vraiment marquer les esprits. Faut dire, elle est sortie un an après la disparition du héros dans les comics. Vraiment le bon move. Et le seul bon truc qu'elle ait apporté, c'est que ça a donné naissance à la série Smallville. Au final, chacune de ces séries va apporter sa vision du héros. La romance avec Lois et Clark, le mythe avec la série animée et l'adolescence avec Smallville. Mais ce n'est pas pour autant que l'histoire du Kryptonien allait s'arrêter là. Alors, j'ai menti. En réalité, Superman n'a pas disparu du cinéma toutes ces années. Le héros à la cape rouge a bien tenté de se frayer un chemin. En 2001, c'est Paul Attanasio qui sera approché pour écrire un reboot de Superman au cinéma, mais sera remplacé par Andrew Walker qui proposera un Batman vs Superman avec Wolfgang Petersen derrière la caméra. Oui, en 2001, Batman et Superman devaient se croiser au cinéma, 7 ans avant le MCU. Ce film devait mettre en scène un Bruce Wayne joué par Johnny Depp qui reproche à Superman, incarné par Josh Hartnett, la mort de sa fiancée, alors que tout ceci était le résultat du Joker, et finalement les deux s'alliaient pour affronter Lex Luthor. Le projet sera annulé, et au final il ne restera qu'un clin d'œil dans le film Je suis une légende. En 2002, c'est J.J. Abrams qui est approché pour écrire un Superman Man of Steel, mais pas celui que vous pensez. Et croyez-moi, le monde du cinéma de super-héros est vraiment tout petit. Le film, dans les grandes lignes, il apportait une nouvelle origine à Superman. Dans cette version, Krypton n'était pas détruite mais en pleine guerre civile. Kal-El était envoyé sur Terre suite à une prophétie et affrontait 4 autres Kryptoniens sur notre sol avant de repartir pour sa planète natale. Pour la partie 1, parce que oui, J.J. voulait en faire une trilogie. Josh Hartnett fut une nouvelle fois approché mais refusa pour ne pas s'enfermer dans le rôle pendant 10 ans. Jim Marsden des X-Men fut aussi approché mais le plus motivé pour le rôle fut Brendan Fraser, malgré l'audition d'un certain Henry Cavill. Pour Lois Lane, c'est Scarlett Johansson qui était pressentie pour le rôle, même si Amy Adams avait aussi passé les auditions. Et pour Lex Luthor, là, vous n'êtes pas prêts, ça se jouait entre Johnny Depp qui venait d'avoir la proposition pour jouer Superman pour le précédent projet,
et Robert Downey Jr. qui deviendra le porte-étendard des concurrents quelques années plus tard. Et après avoir proposé à Brett Ratner ou McGee, c'est finalement Bryan Singer qui sera signé. Et le film changera complètement de direction. Parce que entre X-Men et X-Men 2, Bryan Singer a une idée qui lui trotte derrière la tête. L'histoire de Superman qui reviendrait sur Terre des années après l'avoir quitté. Il pitche son idée à la Warner, et à Richard Donner aussi d'ailleurs, et Superman Man of Steel est relégué à la poubelle. Le prochain film sera Superman Returns. Brandon Routh, qui avait déjà auditionné pour Smallville, sera choisi, même si on retrouve aux essais un certain Henry Cavill encore une fois. Et Amy Adams a aussi auditionné pour Lois Lane, mais a été battu par Kate Bosworth. Kevin Spacey revenant pour le rôle de Lex Luthor qui lui avait déjà été proposé pour le Superman Lives, et James Marsden pour le petit ami de Lois. Notre monde est tout petit. Et au passage, Gertrude Van der Warst est jouée par Noel Neill, qui marquera ainsi sa dernière apparition dans un film Superman, après avoir aussi obtenu un petit rôle dans la série Superboy. Le film n'apportera pas grand chose et se veut comme une suite spirituelle des films de Donner, mais il touchera quand même un point. Est-ce que Superman a encore sa place dans un monde qui a évolué sans lui? Ce qui est, ironiquement, un peu le cas au cinéma. Ce retour sur grand écran est un retour gagnant pour Superman, le film a bonne presse, si bien que la Warner lance un Superman Returns 2, avec soit Darkseid, soit Brainiac comme méchant principal. Sauf qu'on est en 2025 et vous constatez qu'on n'est pas dans la timeline où il y a un Superman Returns 2. Tout ça parce que le film a été fusionné avec un autre projet autour de la Justice League. Oui, en 2007, il aurait dû y avoir un film Justice League. Les gars étaient à ça d'inventer le Cinematic Universe avant Marvel. Sauf qu'ils ont annulé à cause de The Dark Knight. Ouais, les gars, déjà à l'époque, ils prenaient des décisions random. Patron, on a le film sur Batman qui fonctionne du tonnerre. Parfait, abandonnez tous nos projets de super-héros. En réalité, le plan à ce moment, c'est de rebooter Superman. Et plutôt que d'utiliser une des deux idées précédemment abandonnées, la Warner se lance dans un nouveau projet. D'autant plus qu'ils doivent se dépêcher parce que la famille de Jerry Siegel a récupéré les droits sur le personnage, et s'ils ne lancent pas la production avant 2011, ils vont devoir leur payer des droits pour films non réalisés. C'est compliqué. Le projet sera à la base confié à Matthew Vaughn et Matt Millar qui voudront faire une trilogie de 8 heures façon Seigneur des Anneaux. Warner a dit non. De leur côté, Christopher Nolan et David S. Goyer, qui venaient de finir leur trilogie sur l'homme chauve-souris, débarquèrent avec une idée pour moderniser le personnage. Warner a dit oui, mais pour contrer la concurrence qui était en train de faire son univers cinématographique, il fallait que le film ait aussi plein de références à l'univers DC. Dans un premier temps, Nolan a même réfléchi à faire du film la continuité de ses Batman, avant d'abandonner l'idée. Plusieurs réalisateurs sont pressentis pour se mettre derrière la caméra, mais c'est finalement Zack Snyder qui prendra ce poste. Et en 2013 sort Man of Steel, avec enfin Henry Cavill et Amy Adams. Un film qui sera apprécié ou décrié par le public et qui marquera le début du DCEU. Sauf que le DCEU, il a jamais réellement pris. Superman, qui était très présent au début, s'effacera petit à petit au fil des projets. Et comme à chaque fois que le super-héros se casse la gueule au cinéma, c'est sur le petit écran qu'on va le retrouver. Dans la série Superman et Lois, pensée comme un spin-off d'Arrow à la base, mais qui deviendra une série à part entière au final. S'ensuit en 2023 My Adventure with Superman, série d'animation dans laquelle on suit les premières années au Daily Planet. Une thématique fort peu représentée selon la productrice Josie Campbell. Quand on vous dit que Superboy n'a pas marqué les esprits. Mais fin 2022, James Gunn prend la place de DC Films et sera donc la tête pensante du nouveau DCU, écrivant et réalisant le premier film, centré sur Superman. Ainsi s'achève pour le moment l'histoire de ce personnage centenaire, de scientifique fou à héros en capé collant, de film culte en projet annulé, dans les comics, à la radio, au cinéma ou à la télévision, évoluant un peu plus au fil des années, devenant un symbole de la pop culture et gagnant le titre de tout premier super-héros. Objection! Alors, c'est pas tout à fait le premier super-héros. Est-ce que tu as déjà entendu parler du Mouron Rouge? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grimspeaker pour vous servir.